J'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Jean-François Chemin, qui est déjà venu à notre émission, et je le reçois à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage « Non, la France n'est pas seulement la République », avec un sous-titre « Le coup de gueule d'un enseignant », ouvrage paru aux éditions Artege. Alors Jean-François Chemin, c'est d'abord un parcours assez original. Il a commencé une carrière de cadre supérieur dans le privé, et puis il a ensuite passé l'agrégation d'histoire. Il s'est découvert une vocation enseignante qui a été mise d'ailleurs à rude épreuve, puisqu'il s'est retrouvé dans un collège de la banlieue lyonnaise, ce qui a été l'occasion pour lui de nous donner un premier ouvrage où il témoignait justement de cette expérience tout à fait particulière. Alors il est actuellement en disponibilité, il va rejoindre l'enseignement dans quelques mois, mais il nous propose aujourd'hui une réflexion tout à fait stimulante, tout à fait originale et intéressante, donc à travers ce titre, « La France n'est pas seulement la République ». Voilà, une proclamation évidemment qui peut paraître comme une provocation aux oreilles de certains. Alors donc nous allons chercher à en savoir davantage en explorant un petit peu avec lui le sens qu'il a voulu donner à cet ouvrage. Alors Jean-François Chemin, effectivement vous constatez une chose, c'est qu'aujourd'hui on confond les deux. La France, la République, et la République a supplanté en quelque sorte la France dans les discours courants des hommes politiques, des diverses autorités morales, entre guillemets, ce que vous regrettez vivement, et votre ouvrage, il a pour objectif de remettre en quelque sorte les choses au point. Alors, la France d'abord, qu'est-ce que c'est la France pour vous ? Bien, la France, déjà je vais reprendre la phrase de Michel, la France est une personne. Voilà, donc c'est en quelque sorte un être de chair et d'os, et également avec un esprit et une âme. Bien. Alors effectivement, la France, c'est d'abord une population. C'est une population qui, contrairement à ce qu'on nous explique, ne doit pas tout à l'immigration. Il y a une émission sur je ne sais plus quelle chaîne qui s'appelle Histoire d'une nation et qui ne raconte que des parcours de populations venues de l'immigration, comme si c'était le cas de la majorité des Français. Alors il faut savoir qu'entre les invasions vikings au 9e, 10e siècle et le Second Empire, il n'y a pas eu d'immigration en France. Voilà. La population française a été absolument stable, avec un vieux fond celte, plus quelques apports romains, francs, scandinaves, etc. Mais population extrêmement stable. Vous citez à juste titre à cet égard les travaux de Jacques Dupaquier, sa monumentale histoire de la population française, paru au PUF, qui je crois met les choses parfaitement au clair sur cette question. Absolument. Alors la France est également un territoire. Donc alors on le surnomme l'Hexagone, etc. Mais enfin, c'est une terre, c'est un terroir, ce sont des paysages, et qui se sont construits à travers les siècles. Entre le petit domaine d'Hugues Capet en 987 et la Révolution française, la France petit à petit s'est accrue d'une quarantaine de provinces. La dernière province qui a été ajoutée, c'est donc Nice, la Savoie et Nice, donc par Napoléon III. 1860. Notons qu'aucune des régions françaises ne doit rien à la République, puisque la seule région qui a été rajoutée après la Révolution, c'est la Savoie, donc sous Napoléon III. Les seuls départements que la République ait créés, c'est les trois départements algériens, créés en 1848. Donc, petite erreur de casting, si j'ose dire. Voilà. Bon. Donc c'est un territoire. Et puis, alors la France est aussi un patrimoine. Et un patrimoine qui, là aussi, ne doit rien à la République. Alors, il y a peut-être la Tour Eiffel, bon voilà, mais sinon, si on regarde les monuments les plus visités en France, ce sont des églises, ce sont des cathédrales, ce sont des abbayes, ce sont des châteaux. Le palais de Versailles. Le palais de Versailles, le Mont-Saint-Michel, le palais des papes, etc. Ce ne sont pas des monuments républicains.
Et puis la France, c'est bien autre chose. C'est par exemple la langue française, dont un ancien ministre de l'Éducation nationale s'ingénie à nous expliquer dans un livre récent qu'elle doit beaucoup à la langue arabe. Mais bon, voilà. Donc effectivement, la France, c'est beaucoup de choses qui sont antérieures à la République. Et j'essaye également d'ailleurs de démontrer que la République s'inscrit dans l'histoire de France, c'est-à-dire qu'elle est l'aboutissement de tendances antérieures. La République est française d'une certaine manière, mais la France n'est pas la République, et la République n'est pas la France. La République, c'est un moment dans la construction de la nation française. Oui, c'est un des aspects intéressants de votre livre. Vous montrez comment la République, proclamée en 1792, comme chacun sait, en fait s'inscrit sur certains points dans une continuité avec ce qui l'a précédé dès l'époque de ce qu'on appellera ensuite l'Ancien Régime. Voilà, tout à fait. Donc la République n'est en rien une rupture, elle est plutôt un prolongement et même une certaine forme d'achèvement par rapport à des tentatives que je fais remonter notamment à l'époque de Philippe le Bel, de renforcement de l'État, notamment au détriment de l'Église. Donc il y a eu un certain nombre d'étapes dans ce renforcement de l'État au détriment de l'Église. La première étape, c'est le gallicanisme, qui a assujetti l'Église de France au roi au temporel, mais l'Église au spirituel restait soumise au pape. De Rome, oui. La deuxième étape, c'est l'absolutisme, qui a commencé avec François Ier, qui s'est poursuivi avec Louis XIII et qui a trouvé son aboutissement avec Louis XIV, qui consiste à dire que la personne du roi est sacrée, mais que cette sacralité, il ne la tient pas de l'Église, il ne la tient pas d'une consécration par l'Église, il la tient directement de Dieu. Donc d'une certaine manière, ça marginalise l'absolutisme marginalise le rôle de l'Église en disant il y a une relation directe entre le roi et Dieu, et d'ailleurs il y a une parcelle de divinité dans le roi. C'est ce qu'expliquera quelqu'un comme Bossuet, par exemple. Donc contrairement au discours, parce que n'oublions pas que je suis aussi enseignant, et que je suis extrêmement frappé de voir comment le discours obligatoire dans l'éducation nationale va à l'encontre de la vérité historique. Le discours éducation nationale consiste à dire que la République, la laïcité a consisté à arracher l'État à la tutelle de l'Église, alors que, bien au contraire, l'absolutisme, c'était la tutelle de l'État sur l'Église, du roi sur l'Église, en tant qu'il ne dépendait plus d'elle pour sa sacralité. Et puis, alors, il y a eu une troisième étape qui est le despotisme éclairé. Alors, le despotisme éclairé, c'est la volonté, pas propre à la France d'ailleurs, mais dans toute l'Europe, de rationaliser, la volonté de l'État de rationaliser l'Église en vertu des principes des Lumières. Donc on a retrouvé, de rationaliser la religion, qu'on a retrouvé notamment avec Joseph II d'Autriche, le propre frère de Marie-Antoinette, qui a littéralement fonctionnarisé l'Église de France, et ce qu'on a retrouvé donc avec la constitution civile du clergé, ne l'oublions pas, qui a été le fait d'un régime de monarchie parlementaire, monarchie constitutionnelle, voilà. Donc on a ces trois étapes, et la République vient, renforcer, faire aboutir ce processus de renforcement de l'État et de mainmise sur l'Église, en absorbant l'Église, puisqu'il y a en absorbant la religion, il y a véritablement dans le projet républicain un projet d'absorption de la religion, et en faisant de l'État non plus une institution qui repose sur une personne, qui par définition est faillible, mais qui repose sur une idée, sur un principe abstrait. Voilà. Et je crois que c'est ça, l'idée de la République, c'est de rendre l'État tout-puissant en le rendant abstrait. Voilà. Alors une république, d'ailleurs, on l'a dit, proclamée donc en 1792, qui ne dispose pas, c'est le moins qu'on puisse dire, durant cette période, d'une très grande légitimité populaire. Alors, effectivement, le propre de la République, et notamment en 1792 comme en 1870, c'est de s'être inscrite, de s'être mise en place contre la volonté populaire, malgré la volonté populaire et contre la volonté populaire. Prenons celle de 1792. Les Français, les représentants des Français, donc les États généraux, se proclament Assemblée constituante, rédige une constitution, et cette constitution proclamée en septembre 1791 est une constitution qui instaure une monarchie constitutionnelle, avec un roi qui détient le pouvoir exécutif, voilà.
une assemblée qui détient l'assemblée législative. Bon, voilà. Donc il y a une constitution qui a été, alors, on va pas dire démocratiquement, parce que de quelle manière est-ce que les États généraux ont été désignés, c'est peut-être pas le processus le plus démocratique qui soit, mais enfin donc on a un début de processus démocratique qui met en place un système de monarchie constitutionnelle. Or, le 10 août 1792, le peuple de Paris, assisté par des volontaires qui montaient vers le front, prend d'assaut d'abord l'hôtel de ville et renverse la municipalité élue et le palais des Tuileries et renverse la monarchie qui représentait la volonté à l'époque, qui avait été désignée, pas désignée, mais dont le rôle avait été précisé par la Constitution. Bien, donc on a un coup de force. Et ensuite, dès la prise de pouvoir par les républicains, dès l'instauration de la République, eh bien commence la terreur. Donc on a véritablement une volonté de cette première République, d'une part de durer par la terreur contre la volonté de la majorité des Français, parce que n'oublions pas que lorsque la Convention a été élue, il n'y a eu que 10% d'électeurs, donc les Français à l'époque n'étaient pas du tout là-dedans, donc on les convainc d'y adhérer par la terreur. Et puis il y a également dans ce projet républicain cette idée très importante, n'oublions pas ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose de religieux dans la République, donc il s'agit en fait de mettre en œuvre politiquement la morale évangélique. Et donc il y a véritablement ce projet, notamment de Robespierre, de faire des Français un peuple vertueux, de purifier le peuple français. Et donc la terreur a cette double mission, lutter contre les ennemis de la République, mais également purifier dans le sang la nation française. Et puis alors on a, en 1870, l'instauration de la Troisième République, là aussi par un petit coup d'État en catimini. On a profité de la défaite de Sedan, Napoléon III en captivité. N'oublions pas que le 9 mai 1870, à plus de 80%, les Français avaient, par plébiscite, ratifié la réforme constitutionnelle de Napoléon III. Donc les Français étaient derrière Napoléon III. On profite de sa captivité pour faire un petit coup d'État en catimini. On proclame la République. On fait des élections, on organise des élections législatives. 8 février 1871, 2/3 de royalistes à l'Assemblée nationale. Bon, donc là encore, les Français n'étaient pas prêts. Alors, on ne leur a pas infligé la terreur aux Français cette fois-ci, mais on leur a infligé, selon le vœu de Jean Massé, il a dit il faudra 30 ans d'éducation pour faire des Français des républicains. Donc, on n'a pas terrorisé les Français cette fois-ci, mais on les a éduquer, parce que le propre de la République, c'est effectivement d'éduquer, de rééduquer éventuellement, voilà. Donc il y a véritablement un projet politico-religieux qui est de faire des Français des gens vertueux, voilà. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que ce projet n'a pas une vocation démocratique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une forme d'imposture intellectuelle qui consiste à faire de République un synonyme de démocratie. La République n'a jamais eu la prétention d'être synonyme de démocratie. D'ailleurs, quand les Romains l'ont inventé, puisque le mot République est une invention des Romains, eh bien c'est justement pour ne pas avoir à choisir entre les trois systèmes politiques que connaissaient les Grecs, c'est-à-dire entre la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. La République, c'est un mélange des trois, c'est un mix des trois. Et Polybe, historien grec, pensait que le succès des Romains venait justement de ce régime mixte, mais qui n'était donc que très partiellement démocratique. Et lorsque le terme a ressurgi à la Renaissance, notamment sous la plume de gens comme Jean Bodin, c'est véritablement pour signifier un pouvoir politique fort, mais c'était pas synonyme de démocratie, c'était synonyme d'État absolu. Ce sont les penseurs de l'absolutisme qui ont ressorti le terme République. La République est un régime fort, un État fort, qui ne doit de compte à personne, notamment pas à l'Église, voilà, peut-être éventuellement à l'époque à Dieu seul. Voilà. Donc la République est synonyme d'État fort, et d'ailleurs Péguy s'y est pas trompé, qui estimait que Charles Péguy, que la République c'était la 4e dynastie. Il y a donc quelque chose véritablement d'autocratique d'une certaine manière dans la République, sauf qu'elle ne s'incarne pas dans un homme faillible, mais dans une idée qui par définition reste pure.
Et indirectement, la République de la Troisième République récupère le passé monarchique de la France à travers l'histoire de France de la Vis, qui va être enseignée à tous les petits Français, et qui réintègre dans une même continuité les Gaulois, Louis XIV et Napoléon. Voilà, effectivement, il y a à cette époque alors un projet qui est aussi de l'ordre de la réconciliation. Puis comme le disait Ferdinand Buisson, qui était le père de l'éducation nationale, enfin ce qu'on appelait à l'époque l'instruction publique, il a été directeur de l'enseignement pendant près de 20 ans. Le rôle de l'école, c'est d'opérer une transsubstantiation et de prendre les petits Français dans leur diversité, pour en faire des républicains. Voilà, pour en faire des citoyens républicains. Donc c'est clair qu'au départ, elle a ratissé large. Il s'agissait de prendre les gens, les catholiques, les athées, les Bretons, les Alsaciens. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de... Les Alsaciens n'étaient pas chez nous, mais donc les Béarnais, et d'en faire des républicains. Voilà. D'où son côté, au départ, peut-être un petit peu consensuel. Et puis, il s'agissait de préparer la revanche également, bien sûr. Oui, il y a cette dimension évidemment nationale qui était importante et qui aujourd'hui on la voit plus trop à l'horizon des républicains ou proclamait-elle aujourd'hui. Alors il y a une dimension également qui est importante, c'est que cette République en France, elle se construit en grande partie contre l'Église, contre l'héritage catholique, même si à certains égards elle en récupère divers aspects. Alors effectivement, la République ne s'inscrit pas contre le catholicisme, elle s'inscrit contre l'Église catholique. Alors on a vu effectivement que c'est l'histoire depuis Philippe le Bel des relations entre l'État et l'Église. N'oublions quand même pas que Philippe le Bel est le roi de France qui a envoyé une équipe casser la gueule du pape Boniface VIII, qui est mort des suites de ses blessures 3 semaines plus tard. Bon, il y avait quand même des relations le soufflet d'Annie musclées avec l'Église. Donc il y a dans l'ADN de l'État français, dont la République est l'héritière, une relation conflictuelle avec l'Église. Mais là où la République lutte contre l'Église institution, elle en a récupéré le rôle éducatif et sanctificateur, si je puis dire. C'est-à-dire que traditionnellement, l'État gouvernait et exerçait des missions régaliennes, et puis l'Église s'occupait du salut des âmes. Bon. Avec la République, c'est l'État qui est censé nous gouverner, de moins en moins, il en a de moins en moins ni les moyens ni le goût. En revanche, il s'occupe de plus en plus du salut de notre âme. Alors il ne s'agit pas du salut dans l'au-delà, on a un État qui n'a plus de relation particulière avec Dieu, mais il s'agit par contre, dans ce que je pourrais peut-être éventuellement développer ça en 2 mots, une forme d'augustinisme politique, de faire en sorte de travailler à la sanctification de ces sujets. Je pense qu'on est passé de l'État régalien à l'État-providence, et qu'aujourd'hui, on est passé de l'État-providence à l'État sanctificateur. Ça lui coûte beaucoup moins cher. Sur fond d'idéologie des droits de l'homme aujourd'hui. Oui, mais dont l'idéologie des droits de l'homme est un lointain succédané de la morale évangélique. Alors qu'est-ce que j'appelle augustinisme politique ? Saint Augustin explique que le rôle d'un État chrétien, donc à l'époque, il écrivait à l'époque de l'Empire romain, chrétien, christianisé, eh bien c'est d'abord sous le regard de l'Église, de travailler, de préparer ces sujets au salut, alors au salut éternel. Donc il s'agit, pour l'État, selon saint Augustin, de faire de ces sujets des saints. Bon. Alors aujourd'hui, quelles sont les missions que s'est appropriée la République ? Lutter contre nos haines. Bon, c'est-à-dire en fait veiller à ce que nous nous aimions les uns les autres. Bon, accueillir l'étranger. Ne plus jeter la pierre aux pêcheurs, partager nos richesses, etc., etc. Donc il y a véritablement une sorte d'appropriation involontaire de la morale évangélique par l'État pour en faire un programme politique ici et maintenant. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus de Dieu et donc il n'y a plus de miséricorde. Voilà. Alors, vous montrez bien ce qu'a été l'anticléricalisme de la République, sous la Troisième République notamment, mais ce que vous montrez aussi, c'est que quelque part, il y a un nouveau clergé qui s'est constitué au service justement de cette idéologie républicaine au contour un peu incertain. Absolument. Alors si on prend le mot clergé, qui a donc clerc, c'est le RC,
Au départ, c'est un prêtre ou un moine. Bien. Jacques Le Goff montre bien qu'à la fin du Moyen-Âge, le mot s'est étendu à tous les intellectuels. Alors bon, ils se caractérisaient, ces gens, par le fait qu'ils étaient tonsurés, voilà, ils avaient tous les attributs d'un clerc, les enseignants étaient des clercs, les élèves étaient des clercs, mais tous ne se destinaient pas à l'Église, et certains se sont mis à investir l'administration, le domaine juridique, etc., etc. Bon. Donc on a le mot clerc qui s'est étendu en fait à tout le monde intellectuel. Et la Révolution française, et c'est quelque chose que j'essaye de montrer dans ce livre parce que ça me semble essentiel, la Révolution française, contrairement à ce qu'on nous raconte, n'a pas été le fait du peuple pour le peuple, mais des clercs pour les clercs. D'abord, je note la place éminente qui ont prise d'authentiques prêtres, qui ont défroqué en cours de route, bien sûr. Le clergé constitutionnel du modèle de l'abbé Grégoire. Voilà, et puis alors, également Talleyrand, qui était évêque, Fouché, qui était un oratorien, Sieyès, etc., etc. Donc, des prêtres au sens propre ont joué un rôle essentiel, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que David a mis 3 religieux au centre du tableau, le serment du jeu de paume, puisque c'est le ralliement d'une partie du clergé aux tiers états qui a permis, effectivement, la création de l'Assemblée constituante. Or, ces clercs n'ont eu de cesse de vouloir conserver le pouvoir pour eux. C'est tout le débat sur la démocratie, doit-elle être représentative ou directe. Et l'abbé Sieyès, notamment, s'est bagarré pour qu'on mette en place un système de démocratie représentative en estimant que le peuple n'est ni assez intelligent ni assez éduqué pour prendre des décisions par lui-même. Donc il y a toujours, dès l'époque de la Révolution, il y a cette idée d'un certain clergé, donc essentiellement à l'époque des avocats, des juges, etc., d'exercer un magistère intellectuel et moral au nom du peuple, et éventuellement même contre le peuple, puisqu'il s'agit en fait de le purifier. Voilà. Travailler pour son bien. Voilà, de faire son bonheur en l'obligeant à la vertu. Alors je crois qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas changé, puisque on constate que la République en fait est menée par ce que j'appelle des intellectuels à statut, des universitaires, des juges, des journalistes, des sociologues du CNRS, etc., qui sont tous des gens qui sont payés avec nos impôts, qui ont un statut protecteur, et qui sont là au détriment véritablement de ce que pense la majorité du peuple, pour lui montrer quelle est la seule direction morale. Alors on voit sur un certain nombre de sujets que le peuple massivement pense une chose, mais ça ne peut pas, sauf à être taxé de populisme, ça ne peut pas être objet de débat, puisque ce néo-clergé a décidé qu'il était immoral de laisser la parole au peuple là-dessus. Alors c'est là justement que j'essaye de montrer que la République n'est absolument pas synonyme de démocratie. Je prends quelques exemples, notamment la question de l'immigration. Il y a 70% des Français qui disent on n'en peut plus. Pour autant, c'est un sujet qui ne peut pas faire débat, puisque il y a ce nouveau clergé qui en a décidé autrement, en vertu de principes moraux lointainement tirés de la morale évangélique. Mais la pression monte contre le nouveau clergé, c'est le moins qu'on puisse dire par les temps qui courent. Alors, il y a une question, vous évoquez le titre d'un de vos chapitres, une éventuelle guerre civile. Et qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, ce que je constate d'abord, c'est que la guerre civile fait partie de l'ADN du peuple français. Jacques Marseille l'avait bien montré à l'époque. Et puis, je constate également que la République, lorsqu'elle s'est instaurée pour la première fois au cours de la Révolution française, s'est instaurée par la violence. Bon. Je note, alors je sais plus si je l'ai dit dans le livre, mais je le dis bien pour les téléspectateurs, je dis bien que l'un des modèles des révolutionnaires, et notamment de Robespierre en appliquant la terreur, ont été les dragonnades de Louis XIV. Et c'est quand même avec notamment les colonnes infernales qui reproduisaient la politique de la terre brûlée de Louis XIV. Il y a quelque chose dans les guerres républicaines qui sont de l'ordre de la guerre de religion. Voilà. Donc il y a quelque chose dans l'ADN de la République qui est l'héritier des guerres de religion. Et vous disiez qu'aujourd'hui les Français en ont assez et que les choses ne vont peut-être pas durer. Je crois que je ne suis pas le seul à craindre
tout ça ne débouche sur une guerre civile, hein, qui ne serait pas malheureusement la première dans l'histoire de France. Mais je dirais que c'est quelque chose qui ne peut pas faire peur à ceux qui nous dirigent, parce que quelque part, ce ne sera pas la première fois qu'on cherchera à imposer aux Français, par la violence, des choses dont ils ne veulent pas. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Chemin pour ces réflexions tout à fait éclairantes. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Non, la France n'est pas seulement la République, le coup de gueule d'un enseignant, aux éditions Artege. Merci.